Certains donnent en silence pendant des années, sans que personne ne remarque, sans que personne ne remercie. Jade était de ceux-là, jusqu'au soir où sa mère l'a mise à la porte en lui disant qu'elle n'avait jamais rien fait pour cette famille. Jade est sortie sans un mot, et c'est là que tout a vraiment commencé. Cette histoire est une œuvre de fiction. Les personnages, situations et événements sont imaginaires, et toute ressemblance avec des personnes réelles ou des situations réelles serait purement fortuite. Jade avait 36 ans, un double service de 16 heures dans les jambes et l'odeur de désinfectant si profondément incrustée dans ses vêtements qu'elle ne la sentait même plus, quand elle poussa la porte de l'appartement du boulevard des Brotteaux et comprit à la façon dont sa mère la regardait que quelque chose allait se passer ce soir, quelque chose qu'elle ne pourrait pas empêcher. Le salon était plein comme il ne l'était jamais un mardi soir, sa mère Michel debout près de la table basse avec ce port de tête qu'elle adoptait dans les grandes occasions, sa sœur Clara affalée sur le canapé avec un verre de rosé, et les deux cousines de Nantes assises côte à côte en silence. Ces femmes qu'on ne voyait qu'aux enterrements et aux réveillons, dont la présence ce soir signifiait forcément que quelqu'un avait décidé que ce serait une soirée de jugement. Jade posa son sac près de l'entrée, dit bonsoir à tout le monde d'une voix égale malgré la fatigue qui lui brûlait les épaules, et alla directement vers la cuisine pour boire un verre d'eau parce qu'elle n'avait rien avalé depuis le sandwich de 13 heures qu'elle avait mangé debout entre deux chambres. C'est là que sa mère la suivit, avec cette façon de remplir les espaces étroits de sa présence, et dit sans préambule ni douceur, debout dans l'encadrement de la porte. « On t'attendait. On voulait te parler. » Elle avait compris à cet instant précis que le « on » n'incluait pas Clara, que le « on » c'était sa mère et les cousines qu'elle avait fait venir exprès comme des témoins, comme une assemblée convoquée pour rendre un verdict qui était déjà écrit d'avance. Ce qui suivit dura peut-être 3 minutes, peut-être 10. Jade ne sut jamais exactement, parce que le temps se contracte étrangement quand on reçoit des mots qu'on n'oubliera jamais. Sa mère parlant d'une voix posée et froide depuis le salon où elle était retournée, devant tout le monde, devant Clara qui regardait son verre sans lever les yeux, devant les cousines qui fixaient le mur avec cette expression de ceux qui savent qu'ils assistent à quelque chose de grave et n'osent pas intervenir. « Tu n'as jamais contribué à rien dans cette maison. Tu prends, et tu ne donnes rien. Tu es une honte pour cette famille. Je veux que tu partes. » Jade ne dit rien. Elle ne dit rien parce qu'il y avait dans ces mots une injustice si absolue, si complète, si parfaitement inversée par rapport à la réalité de ces 3 dernières années, qu'aucune réponse n'aurait eu de sens, que se défendre devant ces femmes réunies là comme un tribunal domestique aurait été lui accorder une légitimité qu'elle ne méritait pas. Elle reprit son sac près de l'entrée, enfila son manteau sans se presser, sentit le regard de Clara peser sur sa nuque sans se retourner, et sortit dans le couloir, en tirant doucement la porte derrière elle, sans la claquer, parce que même dans ce moment-là, elle refusait de leur offrir la satisfaction d'une scène. L'air du boulevard était froid pour un mois d'octobre. Elle s'assit sur le banc à 100 mètres de l'immeuble et resta là un long moment à regarder les phares des voitures passer sans vraiment les voir, avec cette sensation étrange d'être parfaitement calme à l'extérieur et complètement dévastée à l'intérieur, comme une maison dont la façade tient encore quand les murs porteurs se sont effondrés. Son téléphone vibra dans sa poche. Clara. Elle regarda le prénom s'afficher sur l'écran, cette lueur blanche dans le noir du boulevard, et attendit que ça s'arrête. La sonnerie reprit presque aussitôt, puis une 3e fois. Jade retourna le téléphone contre sa cuisse et ferma les yeux parce qu'elle savait exactement ce que Clara allait dire, et parce que pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas la moindre intention de l'écouter. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est ce que sa mère allait découvrir dans exactement 30 jours. Jade avait trouvé le studio par hasard, ou plutôt par cette forme de chance qui ne touche que les gens suffisamment épuisés pour accepter n'importe quoi pourvu que ce soit à eux, une annonce affichée sur le tableau de la cafétéria de la clinique par Nathalie, une infirmière coordinatrice qui partait 6 mois en détachement à Strasbourg et cherchait quelqu'un de sérieux pour sous-louer son appartement de Villeurbanne, 42 mètres carrés au 3e étage d'un immeuble des années 80, avec une fenêtre qui donnait sur un parking et des radiateurs qui claquaient la nuit. Et Jade avait signé le papier le lendemain matin sur cette même table de cafétéria avec un stylo emprunté à la caissière parce qu'elle n'avait pas le sien. Elle avait emménagé le samedi suivant avec 3 cartons, une valise et le matelas gonflable qu'elle gardait depuis ses années d'étudiante dans le fond d'un placard,
Et elle avait passé sa première nuit dans ce studio vide, à écouter les radiateurs claquer en fixant le plafond, avec cette sensation particulière d'avoir atterri quelque part, sans avoir vraiment choisi de décoller. C'est le lendemain soir, en triant les affaires qu'elle avait emportées en quittant l'appartement du boulevard des Brotteaux, qu'elle avait trouvé l'ancien téléphone au fond de la poche latérale de son sac à dos, ce vieux smartphone qu'elle avait remplacé 8 mois plus tôt et qu'elle trimballait depuis sans jamais penser à le vider, et elle l'avait branché machinalement sur le chargeur en se disant qu'elle effacerait tout avant de le donner. L'écran s'était allumé sur les anciennes notifications, des dizaines de messages empilés depuis des mois, et elle avait commencé à faire défiler distraitement jusqu'à ce que son œil s'arrête sur le relevé bancaire de février qu'elle avait téléchargé à l'époque pour vérifier un virement, et là, en regardant ces chiffres qu'elle connaissait par cœur pour les avoir vécus chaque mois depuis 3 ans, quelque chose s'était mis en place dans sa tête avec la précision froide d'une évidence qu'on avait toujours su sans jamais vouloir la formuler clairement. 650 € pour le loyer de l'appartement du boulevard des Brotteaux, prélevé chaque premier du mois sur son compte depuis janvier 2021. 190 € de courses au carrefour du quartier, réglées avec sa carte parce que sa mère disait toujours qu'elle rembourserait en fin de mois et ne l'avait jamais fait une seule fois. Les factures EDF, la box Internet, l'abonnement téléphonique de Clara que Michel avait mis au nom de Jade sans lui demander, en lui expliquant que c'était plus pratique ainsi. 3 ans de ça, 36 mois, et sa mère qui se tenait debout dans le salon devant les cousines de Nantes pour expliquer que Jade n'avait jamais contribué à rien. Elle avait posé le téléphone sur le parquet et était restée assise là un long moment sans bouger, pas en larmes, pas en colère, juste dans cet état de lucidité absolue qui vient quand on cesse enfin de protéger quelqu'un qui ne vous a jamais protégé. C'est en reprenant le téléphone pour éteindre l'écran qu'elle avait vu l'autre chose. L'application bancaire était encore ouverte sur une page qu'elle n'avait pas consultée. Le détail d'un virement sortant de 80 € daté du jeudi précédent, 3 jours après qu'elle avait quitté l'appartement, un virement vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas libellé simplement divers, et Jade avait compris immédiatement parce qu'elle connaissait le fonctionnement de ce compte depuis assez longtemps pour savoir qu'elle n'avait fait aucun virement ce jour-là, qu'elle était en service de 12 heures ce jeudi-là, qu'elle n'avait pas touché à son téléphone entre 7 heures du matin et 20 heures le soir. Elle avait fouillé dans le carton d'affaires rapporté de l'appartement et trouvé, glissé entre 2 enveloppes administratives qu'elle n'avait pas eu le temps de trier avant de partir, une feuille de papier pliée en 4 sur laquelle sa mère avait recopié à la main, dans cette écriture appliquée qu'elle adoptait pour les choses importantes, le numéro de carte, la date d'expiration et le cryptogramme, les 16 chiffres qui donnaient accès à tout. Jade avait regardé cette feuille pendant un long moment, sans rien ressentir de particulier. Puis elle en avait pris une photo avec son nouveau téléphone, l'avait rangé soigneusement dans le carton et avait éteint l'ancien téléphone. Elle ne savait pas encore quand elle s'en servirait, mais elle savait qu'elle s'en servirait. Le premier matin, dans le studio, Jade s'était réveillée à 5h45 sans réveil, comme son corps avait appris à le faire depuis des années de services alternés, et elle était restée allongée sur le matelas gonflable à écouter les bruits de l'immeuble qui se réveillait autour d'elle, les tuyaux qui gargouillaient dans les murs, une porte qui claquait 2 étages au-dessus, le bruit sourd d'un camion poubelle dans la rue, tous ces sons ordinaires qui lui rappelaient qu'elle était quelque part, que ce quelque part était à elle, et que personne dans cet immeuble ne savait son nom, ni ce qu'elle avait traversé la semaine précédente, ce qui lui semblait pour la première fois depuis longtemps être une forme de liberté plutôt qu'une forme de solitude. Elle avait pris son poste à la clinique à 7 heures, salué ses collègues avec ce sourire professionnel qu'elle maîtrisait parfaitement depuis 10 ans d'aide-soignante, changé 3 patients, accompagné une famille dans le couloir des soins palliatifs, mangé un sandwich au thon debout près du distributeur à 13 heures parce que la salle de pause était occupée par une réunion, et personne ne remarqua rien parce qu'elle ne laissait rien paraître, parce qu'elle avait appris très tôt que montrer sa fatigue aux autres, c'était leur donner quelque chose qu'ils utiliseraient tôt ou tard contre vous. Le vendredi de cette première semaine, elle avait vu l'annonce affichée à côté de celle de Nathalie sur le tableau de la cafétéria. Un poste d'aide-soignante le samedi et le dimanche dans une maison de retraite de Bron, 8 heures par jour, tarif horaire légèrement supérieur au sien pour cause de week-end, et elle avait appelé le numéro dans la foulée sans se laisser le temps de réfléchir, parce qu'elle savait que si elle réfléchissait, elle trouverait des raisons de ne pas le faire, et qu'elle n'avait pas le luxe des raisons. Elle avait commencé le samedi suivant.
Les 2 premiers week-ends avaient été difficiles de cette façon particulière, qui n'a rien à voir avec la compétence, mais avec l'accumulation pure. 16 heures de semaine, suivies de 16 heures de week-end, suivies de 16 heures de semaine. Son corps qui réclamait quelque chose qu'elle n'avait pas le temps de lui donner. Et le soir du 2e dimanche, elle s'était assise sur le carrelage de la salle de bain du studio après sa douche, et avait attendu que ses jambes arrêtent de trembler. Avant de se lever, pas en pleurant, pas en se plaignant, juste en attendant que ça passe parce que ça passait toujours. C'est un mardi de la 3e semaine qu'elle remarqua pour la première fois Alexandre Mercier. Il était stagiaire en dernière année d'infirmier, affecté à son unité depuis le début du mois, et elle ne l'avait pas vraiment vu jusque-là parce qu'elle ne regardait pas vraiment les gens en ce moment. Elle regardait les tâches, les plannings, les visages des patients, tout ce qui avait une fonction concrète dans sa journée. Mais ce mardi-là, il était assis seul à la table du fond de la cafétéria, avec un plateau qu'il ne touchait pas, les yeux fixés sur quelque chose par la fenêtre, avec cette expression de quelqu'un qui repasse mentalement une scène difficile. Et Jade l'avait reconnu parce que c'était exactement la même expression qu'elle avait eue pendant des années, avant d'apprendre à ne plus la montrer. Elle ne lui avait pas parlé. Elle avait pris son plateau au comptoir, choisi la table près de la fenêtre opposée comme elle le faisait toujours, mangé seule en regardant le parking en contrebas où les voitures se garaient en double file le matin et repartaient l'une après l'autre, et elle était retournée dans son unité sans avoir échangé un mot avec personne en dehors du strict nécessaire professionnel. Le lendemain, il était à la même table du fond, le surlendemain aussi. Le jeudi, en récupérant son plateau au comptoir, elle trouva, en revenant à sa table habituelle, un mot plié en 4 posé sur son plateau. Une feuille arrachée à un carnet avec cette écriture un peu penchée qu'on reconnaît aux gens qui ont appris à écrire vite et ne s'en sont jamais vraiment débarrassés. Le café d'ici est imbuvable. Demain matin, il y a une boulangerie rue Masséna qui fait un allongé correct. Ce n'est pas une invitation, c'est une information. Pas de prénom, pas de numéro. Juste l'information. Jade avait relu le mot 2 fois, l'avait plié soigneusement et glissé dans la poche de sa blouse, et avait terminé son repas en regardant le parking avec cette sensation étrange et légèrement déstabilisante d'avoir été vue par quelqu'un sans avoir rien montré. Ce qui était à la fois exactement ce dont elle avait besoin et exactement ce qu'elle ne savait pas encore si elle était capable de recevoir. Ce soir-là, en rentrant au studio, elle avait posé son sac, allumé le radiateur qui claquait, et sourit seule dans son appartement vide pour la 2e fois depuis qu'elle avait quitté le boulevard des Brotteaux. La première fois, elle n'avait pas su quoi faire de ce sourire, cette fois non plus, mais elle le gardait quand même. La boulangerie de la rue Masséna s'appelait Au pain doré et sentait la fève tonka et le beurre chaud dès le palier, une de ces odeurs qui font quelque chose de physique dans la poitrine des gens qui ont l'habitude de manger vite et mal, et Jade s'était retrouvée là un vendredi matin à 7h moins 10, debout dans la file avec Alexandre Mercier, qui regardait le tableau des viennoiseries avec le sérieux appliqué de quelqu'un qui prend les petites décisions aussi soigneusement que les grandes, et elle avait compris à ce moment précis qu'elle n'avait aucune idée de pourquoi elle était venue. Elle avait bu son café debout au comptoir en zinc, pendant qu'il prenait un croissant qu'il mangeait avec cette façon un peu maladroite de ne pas savoir où mettre les miettes, et il n'avait presque pas parlé, juste quelques phrases sur le service du matin, un patient difficile de la veille, la pluie qui ne s'arrêtait pas depuis 1 semaine sur Lyon, des mots ordinaires qui ne demandaient rien et n'offraient rien d'autre que la présence de quelqu'un qui n'attendait rien de vous en retour, et... C'était précisément pour cette raison que Jade était revenue le lundi suivant, puis le mercredi, puis sans qu'ils en aient jamais discuté explicitement, c'était devenu quelque chose qui existait, ces 20 minutes debout au comptoir de la rue Masséna avant le service, une habitude si discrète qu'elle n'avait pas de nom. Il ne lui avait pas demandé pourquoi elle mangeait toujours seule, ni où elle habitait, ni si elle allait bien, ces questions que les gens posent quand ils veulent quelque chose en échange de leur attention. Et Jade, qui avait passé des années à peser chaque mot qu'elle prononçait en présence de sa mère pour éviter de donner une prise, avait réalisé progressivement, sans pouvoir dire exactement à quel moment, qu'elle ne pesait plus rien en présence d'Alexandre, qu'elle parlait avec cette légèreté, un peu oubliée des conversations qui n'ont pas d'enjeu. Un soir de la 2e semaine, en triant ses affaires dans le studio, elle avait retrouvé son ancien téléphone sur l'étagère où elle l'avait posé après l'avoir chargé, et elle l'avait rallumé sans vraiment savoir pourquoi, peut-être pour effacer définitivement les photos, comme elle avait prévu de le faire.
peut-être juste par ce réflexe des gens seuls qui cherchent une occupation les mains avant de trouver le sommeil. Elle avait fait défiler les anciennes conversations jusqu'à tomber sur les messages de Clara, ces échanges quotidiens qui s'étiraient sur des années de petites demandes et de réponses rapides, et elle s'était arrêtée sur un message de février dernier, un message banal envoyé un jeudi soir à 22h. « Oublie pas le loyer de mars, maman a encore rien dit à la proprio mais ça urge. » Jade avait relu cette phrase 3 fois. Pas 4, pas 2. 3 fois exactement, parce qu'à la 3e lecture, quelque chose s'était mis en place dans sa tête, avec cette précision silencieuse des pièces d'un mécanisme qu'on comprend trop tard. Le mot « encore » qui impliquait une habitude, le mot « rien dit » qui impliquait une dissimulation délibérée. Et surtout ce « oublie pas » adressé à elle, à Jade, comme si le loyer était une responsabilité qui lui appartenait naturellement, une évidence que les 2 sœurs partageaient sans qu'on ait jamais eu besoin de l'établir explicitement. Clara savait. Pas peut-être, pas probablement. Elle savait depuis au moins 1 an que c'était Jade qui payait le loyer, et elle avait gardé ce savoir comme on garde quelque chose de commode, sans le questionner, sans en parler, parce que tant que ça fonctionnait, il n'y avait aucune raison de déranger l'équilibre. Jade avait posé le téléphone sur le parquet et était restée assise dans le noir un long moment, pas en colère, pas en larmes, dans cet état de clarté froide qui vient quand on cesse de se raconter des histoires sur les gens qu'on aime, et elle avait pris une décision qui n'en avait pas l'air, une décision par l'inaction, par le silence. Elle avait consciemment choisi de ne rien faire de cette information pour l'instant, de la garder, de la laisser reposer là où elle était, comme on laisse. Reposer une preuve qu'on n'est pas encore prêt à utiliser. Le lendemain matin à la boulangerie, Alexandre lui avait demandé si elle allait bien avec cette façon directe et sans fioriture qu'elle avait appris à reconnaître comme sa seule manière de poser les questions importantes, et Jade avait dit oui, presque sincèrement, parce que bien était un mot relatif et que comparé à la semaine précédente, elle allait effectivement mieux, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Il avait hoché la tête sans insister, commandé 2 cafés sans lui demander si elle en voulait un parce qu'il savait déjà qu'elle en voulait toujours un, et ils étaient restés debout, au comptoir en zinc, à regarder la pluie tomber sur la rue Masséna, dans ce silence qui n'avait plus rien de gênant. Le silence de 2 personnes qui ont trouvé le bon rythme sans avoir eu besoin de le négocier. Jade avait bu son café jusqu'à la dernière goutte. Et pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pensé ni à sa mère, ni à Clara, ni aux 80 € prélevés sans permission sur son compte, juste à la pluie sur la vitre et à ce café qui était effectivement bien meilleur que celui de la clinique. La formation de coordinatrice de soins à domicile durait 6 mois, se déroulait en ligne les soirs de semaine et le samedi matin, et coûtait 1 200 € que Jade avait payé d'un seul virement le jour de son inscription, sans permettre à elle-même d'hésiter, parce qu'elle savait que si elle attendait le lendemain, elle trouverait une raison de reporter, et qu'elle reportait déjà suffisamment de choses depuis trop longtemps. Les premiers soirs avaient été difficiles de cette façon silencieuse qui n'impressionne personne parce qu'elle ne se voit pas, rentrer à 20h après un service de 12h, manger quelque chose de rapide debout dans la cuisine du studio, ouvrir l'ordinateur sur la table trop petite et rester là jusqu'à minuit sur des modules de législation sanitaire et de coordination d'équipes soignantes, avec cette fatigue particulière qui brouille les mots sur l'écran sans pour autant laisser le cerveau s'arrêter vraiment. Elle avait imprimé ses fiches de révision à la pharmacie du quartier, par feuille de 20, parce que l'imprimante de la clinique était réservée aux documents administratifs, les avait rangés dans un classeur à anneaux qu'elle avait acheté 3,50 € chez le papetier d'en bas, et elle révisait dans le métro le matin, debout quand il n'y avait plus de place assise, les yeux sur ses fiches pendant que les autres regardèrent leur téléphone. Alexandre avait remarqué le classeur un jeudi matin à la boulangerie de la rue Masséna, posé sur le comptoir en zinc à côté de son café, et il avait demandé ce que c'était avec cette façon directe qu'il avait de poser les questions sans les enrober de précautions inutiles, et Jade lui avait expliqué la formation, le poste de coordinatrice qu'elle visait, les 400 € de plus par mois que ça représentait, et il avait écouté sans l'interrompre ni la féliciter avec cet enthousiasme, condescendant que les gens déploient parfois pour les efforts des autres, comme s'ils s'en étonnaient. Il avait juste dit que c'était bien et demandé si elle voulait qu'il l'aide à réviser les modules de droit sanitaire parce qu'il avait passé le même examen l'année précédente et que certaines formulations du Code de santé publique étaient rédigées pour décourager les gens de les comprendre. Ils avaient commencé à réviser le mardi suivant, après le service, dans la boulangerie qui fermait à 19h, et leur laissait 1 heure avant que Yasmine, la patronne, commence à ranger les chaises,
Et Alexandre expliquait les points de droit avec cette patience appliquée des gens qui ont dû apprendre les choses 2 fois pour les comprendre vraiment, sans jamais prendre ce ton légèrement supérieur que Jade avait appris à détecter immédiatement chez les gens qui confondent savoir et pouvoir. Un soir, elle avait fait une erreur sur un article du code, une confusion entre 2 alinéas proches, et il s'était contenté de pointer la bonne page sans commentaire, sans ce silence qui signifie qu'on enregistre la faiblesse de l'autre pour s'en souvenir plus tard. Un mercredi soir de la 4e semaine, ils étaient restés après la fermeture parce que Yasmine leur avait dit que ça ne la dérangeait pas, et ils avaient parlé jusqu'à 22 heures dans la boulangerie vide qui sentait encore le pain chaud et le café refroidi, pas uniquement de la formation mais de tout ce qui s'accumule quand on n'a pas l'habitude de parler vraiment, et Jade avait réalisé à un moment qu'elle racontait quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à voix haute. Une petite chose, presque rien, comment elle avait appris à faire ses courses le dimanche soir, tard, parce que les prix baissaient avant la fermeture, et qu'elle avait pris cette habitude à 23 ans quand elle avait commencé à payer les factures de sa mère, sans que personne le lui demande vraiment, juste parce que personne d'autre ne le faisait. Alexandre n'avait pas répondu immédiatement. Il avait regardé son café un moment, puis dit simplement que certaines habitudes coûtaient plus cher que ce qu'elle faisait économiser, et il n'avait pas développé, n'avait pas posé de questions sur sa mère ni sur les factures. Il avait laissé la phrase là où elle était et changé de sujet avec ce tact naturel des gens qui comprennent que les confidences ont besoin d'espace autour d'elles pour ne pas se refermer. En rentrant au studio ce soir-là, Jade avait trouvé un message de sa mère envoyé à 23h12. « Tu me manques. Reviens, on peut en parler. » Elle avait lu le message debout dans le couloir avec son manteau encore sur le dos, et elle avait senti quelque chose de compliqué se déplacer dans sa poitrine, pas de la tendresse exactement, plutôt cette douleur sourde et familière des gens qui ont aimé longtemps quelqu'un qui ne savait pas le recevoir. Elle avait posé le téléphone sur la table, gardé le message sans y répondre, et ouvert son classeur de révision. Elle avait encore 2 modules à finir avant vendredi. Francine Aubert avait 54 ans, les mains abîmées par 30 ans de soins, et cette façon particulière de marcher dans les couloirs de la clinique, comme quelqu'un qui a depuis longtemps cessé de se presser, parce qu'elle avait compris que la précipitation ne sauvait pas plus de gens que la méthode. Et Jade l'avait toujours respectée de cette façon silencieuse, qu'on réserve aux gens dont on pressent qu'ils ont traversé quelque chose sans en parler. Elles avaient commencé à déjeuner ensemble par hasard, un lundi de novembre. Les 2 seuls à la cafétéria à cette heure tardive, parce que leur service se terminait en décalé, et Francine avait posé son plateau en face de Jade, sans demander la permission, avec ce naturel des gens qui n'ont plus l'âge de s'embarrasser des conventions sociales, et elles avaient mangé en silence pendant 5 minutes, avant que Francine dise sans préambule, ni transition particulière, que Jade avait l'air de quelqu'un qui portait quelque chose de lourd depuis suffisamment longtemps pour ne plus sentir le poids. Jade avait failli dire que tout allait bien. Elle ne l'avait pas dit parce qu'il y avait dans l'observation de Francine quelque chose de si précis et si dépourvu de pitié qu'un mensonge poli aurait semblé déplacé, et elle avait répondu à la place que c'était compliqué avec sa famille, ces 3 mots qui ne disent rien et qui disent tout selon la façon dont on les prononce. Et Francine avait hoché la tête avec l'expression de quelqu'un qui reconnaît un territoire qu'elle a elle-même traversé. Elle ne s'était pas tout raconté d'un coup, pas ce premier jour ni les suivants, mais plutôt par fragments échangés pendant les déjeuners qui étaient devenus une habitude sans qu'elles en aient jamais discuté. Et Jade avait appris progressivement que Francine avait coupé les ponts avec sa fille aînée, 7 ans plus tôt, après une décennie où elle avait servi de variable d'ajustement financier et émotionnel à toute une famille qui prenait sans compter parce que Francine donnait sans compter, et que la décision avait été la chose la plus difficile et la plus juste qu'elle ait jamais faite, et qu'elle ne s'en était jamais excusée. Ce n'était pas de la thérapie, pas des conseils, juste 2 femmes qui déjeunaient ensemble et qui parlèrent de leur vie avec cette franchise un peu rugueuse qui vient quand on a passé l'âge de s'économiser. Un soir de décembre, seule dans le studio après une journée particulièrement longue, Jade avait ouvert la conversation avec sa mère sur son téléphone, quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à faire depuis octobre, et elle avait regardé le curseur clignoter dans le champ de texte pendant un long moment avant de commencer à taper. Elle avait écrit « Je voudrais qu'on », puis « effacer ». Réécrit maman « Il faut qu'on », puis « effacer encore ». Taper finalement 3 mots qu'elle n'aurait pas su répéter ensuite, parce qu'elle les avait effacés si vite qu'ils avaient à peine existé.
et elle avait posé le téléphone face contre la table et était allée boire un verre d'eau à la cuisine en regardant par la fenêtre le parking éclairé en bas où une voiture tournait lentement en cherchant une place. Elle n'avait pas envoyé de message. Elle était revenue s'asseoir, avait rouvert ses fichiers de révision et avait travaillé jusqu'à minuit avec cette concentration appliquée des gens qui ont appris à transformer ce qu'ils ne peuvent pas résoudre en énergie pour ce qu'ils peuvent encore construire. Les résultats de la certification étaient arrivés un jeudi matin par mail à 7h23. Un de ces mails administratifs au format sobre qui contiennent parfois des choses importantes sans le signaler par leur apparence, et Jade l'avait lu debout dans le couloir de la clinique avant son service avec son manteau encore boutonné et son sac sur l'épaule, et elle avait relu la ligne principale 2 fois pour être certaine d'avoir compris « candidature retenue ». Mention bien avant de ranger son téléphone et d'aller se changer pour prendre son poste. Elle en avait parlé à Alexandre le soir à la boulangerie et il avait souri de cette façon discrète et sincère qui ne ressemblait pas aux félicitations habituelles. Il avait dit que c'était mérité avec le ton de quelqu'un qu'il avait vu travailler et qui le pensait vraiment. Et Yasmine derrière le comptoir avait apporté 2 petits gâteaux sans qu'on lui demande rien en disant que ça s'arrosait même sans alcool. C'est ce soir-là, en rentrant au studio avec encore cette chaleur légère dans la poitrine, que le téléphone avait sonné. Clara. Jade avait décroché, ce qu'elle ne faisait plus depuis des semaines, peut-être parce que la journée avait été bonne et qu'elle s'était sentie suffisamment solide pour entendre ce qu'il y avait à entendre. Elle avait porté le téléphone à son oreille et écouté sans dire un mot pendant que Clara parlait, sa voix tendue et précipitée, racontant que le propriétaire avait envoyé un recommandé, que le loyer n'avait pas été payé depuis 2 mois, qu'il menaçait d'engager une procédure, que leur mère ne savait pas quoi faire, que la situation était grave. Jade avait écouté jusqu'au bout, 20 secondes peut-être, dans un silence si complet que Clara avait fini par dire « Allô, tu es là avec cette voix légèrement paniquée des gens qui craignent d'avoir perdu la connexion. » Jade avait raccroché. Clara avait rappelé 4 fois dans la même heure, puis avait envoyé 3 messages en rafale, le dernier se terminant par « S'il te plaît ». Jade, c'est urgent, et Jade les avait lus tous les 3 debout dans la cuisine du studio en faisant chauffer de l'eau pour une tisane, avec cette capacité qu'elle avait développée depuis des semaines à recevoir les informations sans les laisser immédiatement décider de son état intérieur. Elle avait attendu le lendemain matin. À 7h40, assise au comptoir de la boulangerie de la rue Masséna, avec son café et son manteau encore sur le dos parce que la boulangerie était froide en décembre malgré le four allumé depuis 4 heures du matin, elle avait rappelé Clara qui avait décroché à la première sonnerie comme quelqu'un qui attendait les yeux fixés sur l'écran depuis la veille au soir. Sa sœur avait recommencé à tout expliquer depuis le début avec cette voix tendue et précipitée des gens qui ont passé la nuit à construire des scénarios catastrophes et qui les récitent maintenant à voix haute pour les rendre plus réels, plus urgents, plus impossibles à ignorer, le recommandé du propriétaire reçu 3 jours plus tôt, les 2 mois de loyer impayés depuis qu'il n'y avait plus personne pour les régler, leur mère qui disait qu'elle n'avait pas l'argent, la procédure qui pouvait aboutir à une expulsion dans 72 heures si personne n'intervenait, et Clara qui répétait ce mot « personne », avec cette insistance légère qui signifiait qu'elle pensait à quelqu'un de précis en le prononçant. Jade avait attendu qu'elle finisse. Puis elle avait dit posément, sans élever la voix, avec ce calme qui n'avait rien de froid mais qui était simplement le calme de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle dit et pourquoi elle le dit. « Demande à maman ce que j'ai fait pour vous pendant 3 ans. » Et elle avait raccroché. Elle avait bu son café jusqu'à la dernière gorgée en regardant la rue Masséna sous la pluie de décembre, les gens pressés sur le trottoir avec leurs parapluies retournés par le vent, cette vie ordinaire qui continuait à son rythme indifférent, puis elle avait ouvert son téléphone et envoyé à Clara 2 pièces jointes sans aucun commentaire, aucune explication, aucune mise en contexte. La capture d'écran du relevé bancaire avec le virement de 80 € non autorisé daté du jeudi suivant son départ et la photo de la feuille de papier sur laquelle sa mère avait recopié à la main les 16 chiffres de sa carte, la date d'expiration, le cryptogramme, cette écriture appliquée et soigneuse qui rendait la chose encore plus délibérée, encore plus impossible à nier. Elle avait rangé le téléphone dans sa poche et était allée prendre son service. La réponse de Clara était arrivée à 13h08, pendant la pause déjeuner, un message plus court que ceux à quoi Jade s'attendait, sans les explications, ni les justifications, ni les contre-attaques qu'elle avait anticipées.
Juste cette phrase qui tenait en une ligne et demie et qui en disait infiniment plus que ce qu'elle semblait dire à première lecture. Je savais pas pour le carnet. Je savais pas qu'elle avait fait ça. Jade avait relu la phrase une fois, puis une deuxième fois. Le mot s'apportait tout le poids de ce que Clara n'écrivait pas, et le mot carnet délimitait avec une précision involontaire et révélatrice exactement ce qu'elle prétendait ignorer. Comme si, en nommant une chose précise, elle espérait que cette précision suffirait à couvrir tout le reste, le loyer, les courses, les factures. Ces 3 ans de prélèvements silencieux que quelqu'un avait bien dû remarquer à un moment ou à un autre dans cet appartement de 80 mètres carrés où les relevés de compte traînaient parfois sur la table de la cuisine. Jade n'avait pas répondu à ce message. Elle avait refermé son téléphone, pris son sandwich et était retournée dans son unité avec cette concentration tranquille qui était sa façon à elle de tenir debout quand tout le reste menaçait de vaciller. Ce n'est qu'en fin de service, dans le vestiaire presque vide, qu'elle s'était assise sur le banc en bois et avait regardé fixement son casier fermé pendant quelques minutes sans vraiment le voir, laissant le silence faire ce qu'il avait à faire, avant de remettre son manteau et de sortir dans le couloir où Francine l'attendait par hasard, ou peut-être pas tout à fait par hasard, avec 2 gobelets de café de la machine et cette façon qu'elle avait de ne pas poser de questions quand elle voyait que quelqu'un en avait trop sur les épaules. Elles avaient marché ensemble jusqu'au parking sans se dire grand-chose, juste cette présence côte à côte qui n'exigeait rien, et au moment où leurs chemins se séparaient, Francine avait dit simplement, sans se retourner, que les gens qui supplient savent toujours exactement ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Dehors, la pluie avait cessé. Le propriétaire avait fixé l'expulsion dans 72 heures, et les 3 femmes du boulevard des Brotteaux savaient parfaitement qu'il n'y avait dans toute cette histoire qu'une seule personne capable de changer quelque chose à ça. Les messages avaient commencé à 22 heures le soir même, Clara d'abord avec cette régularité anxieuse des gens qui envoient un message toutes les demi-heures en espérant que la fréquence finira par convaincre là où les arguments ont échoué, puis leur mère à minuit passé avec un premier message bref et sec qui ressemblait encore à un ordre, rappelle-moi, puis un deuxième, 1 heure plus tard, qui avait un ton différent, plus bas, moins assuré, « Jade, s'il te plaît », et Jade les avait lus tous. En temps réel, allongée sur son matelas dans le noir du studio, avec le téléphone posé sur la poitrine. Sans répondre, sans éteindre l'écran non plus, juste en les laissant arriver comme on laisse passer une tempête qu'on a su venir de loin. Le lendemain matin, à la boulangerie, elle avait montré les messages à Alexandre sans commentaire, en lui tendant simplement le téléphone par-dessus le comptoir en zinc, et il les avait lus en silence, tous, sans changer d'expression, puis il avait reposé le téléphone et demandé ce qu'elle voulait faire, pas ce qu'elle allait faire, pas ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle voulait faire, et cette distinction si petite en apparence avait pesé quelque chose de considérable dans la façon dont Jade l'avait entendue. Elle avait dit qu'elle ne savait pas encore. Il avait hoché la tête et commandé 2 cafés. Dans l'après-midi, sa mère avait appelé 3 fois en moins d'1 heure, et Jade avait laissé sonner les 3 fois avec ce calme qui n'était plus tout à fait de l'indifférence, mais qui n'était pas encore tout à fait de la décision. Quelque chose entre les deux. Un espace où elle se tenait, et où elle avait besoin de rester encore un peu avant de savoir ce qu'elle ferait de cet espace. Le 4e appel, à 17h20, elle avait décroché. Sa mère avait parlé pendant presque 4 minutes sans s'arrêter, et Jade avait écouté debout près de la fenêtre du studio, en regardant le parking en bas avec cette attention flottante qu'on accorde aux choses qu'on a déjà entendues, sous d'autres formes. Sa mère qui disait qu'elle n'avait pas su gérer, que les choses avaient dérapé, que ce n'était pas ce qu'elle voulait, qu'elle regrettait les mots du salon ce soir d'octobre, et puis au milieu de tout ça, presque sans transition, que si Jade ne faisait rien, ils allaient vraiment se retrouver à la rue, que le propriétaire ne plaisantait pas, que 72 heures c'était rien, que Jade était la seule qui pouvait arranger ça. Jade avait attendu le silence, puis elle avait dit qu'elle rappellerait Clara, et elle avait raccroché. Elle avait attendu 20 minutes, le temps que quelque chose se dépose en elle, puis elle avait composé le numéro de sa sœur qui avait décroché immédiatement avec cette voix soulagée et tendue à la fois des gens qui ont attendu trop longtemps une réponse qu'ils craignaient de ne pas recevoir. Jade avait dit qu'elle avait une question d'abord, une seule, et qu'elle voulait une réponse honnête. Elle avait cité le message de février, mot pour mot. « Oublie pas le loyer de mars. Maman a encore rien dit à la proprio. »
Le silence qui avait suivi avait duré suffisamment longtemps pour constituer en lui-même une réponse. Ce silence particulier des gens qui calculent en temps réel ce qu'il est encore possible de nier et ce qui ne l'est plus. Et quand Clara avait finalement parlé, sa voix avait ce timbre légèrement affaissé des aveux qu'on fait non par courage, mais parce qu'on n'a plus la force de soutenir le contraire. Elle avait dit qu'elle savait pour le loyer, qu'elle avait toujours su que c'était Jade qui payait, qu'elle s'était dit que Jade le faisait parce qu'elle voulait bien le faire, qu'elle n'avait pas posé de questions parce que ça arrangeait tout le monde, et qu'elle n'était pas fière de ça. Jade n'avait pas répondu à ça non plus. Elle avait laissé la phrase de Clara exister dans le silence quelques secondes, puis elle avait dit qu'elle avait une condition, une seule, et que si cette condition était remplie, elle réglerait 2 mois de loyer en retard d'ici le lendemain matin pour arrêter la procédure. Clara avait dit oui avant même de savoir ce que c'était. La condition était simple, formulée en une phrase, sans négociation possible. Que Michel dise à voix haute, devant Clara, ce que Jade avait payé pendant 3 ans, pas en termes vagues, pas avec des circonvolutions, mais avec les chiffres exacts, le loyer, les courses, les factures, mois par mois, cette vérité comptable et nue qu'elle avait passé des années à recouvrir de silence et de reproches. Clara avait rappelé le lendemain matin à 8 heures pour dire que leur mère acceptait. Jade avait effectué le virement depuis son téléphone, debout dans la cuisine du studio avec son café encore chaud sur le plan de travail, 1300 € vers le compte du propriétaire avec en référence règlement arriéré novembre-décembre, et elle avait regardé la confirmation s'afficher sur l'écran avec cette sensation étrange et parfaitement lucide de quelqu'un qui pose un acte librement consenti et qui sait exactement pourquoi il le pose, pas par culpabilité, pas par faiblesse, pas parce qu'on l'y avait contrainte, mais parce qu'elle avait décidé que c'était ce qu'elle choisissait de faire avec sa propre force, ce qui était entièrement différent de tout ce qu'elle avait fait pendant 3 ans. Elles s'étaient retrouvées toutes les 3 le samedi après-midi, dans un café du boulevard des Brotteaux, que ni sa mère ni Clara n'avaient proposé et que Jade avait choisi elle-même parce qu'elle voulait un terrain neutre, une table en bois ordinaire dans un endroit où personne ne les connaissait, pas le salon de l'appartement avec ses associations et ses mémoires, pas un endroit qui appartenait à quelqu'un. Michel était arrivée la première, ce qui avait surpris Jade parce que sa mère était quelqu'un qui faisait attendre les autres depuis toujours comme une façon passive d'établir un rapport de force, et elle était assise droite sur sa chaise, avec les mains posées à plat sur la table, et ce visage qu'elle prenait dans les situations où elle ne savait pas comment se tenir. Ce visage fermé qui ressemblait à de la froideur, mais qui était en réalité, Jade le savait maintenant, une forme de peur mâle, dissimulée. Clara était arrivée 2 minutes plus tard, sans regarder Jade en s'asseyant. Il n'y avait pas eu de préambule, pas de café commandé, pas de conversation pour réchauffer l'atmosphère, parce que Jade n'avait pas voulu de tout ça, elle avait simplement regardé sa mère et dit qu'elle l'écoutait. Michel avait commencé à parler d'une voix qui cherchait encore ses appuis, hésitante dans les premiers mots comme quelqu'un qui traverse une surface dont elle teste la solidité à chaque pas, et puis quelque chose s'était relâché dans ses épaules, imperceptiblement, et elle avait dit les chiffres, 650 € par mois pour le loyer, les courses, l'électricité, la boxe, le téléphone de Clara, elle les avait dit tous sans qu'on ait besoin de la corriger ni de la relancer, et sa voix, à la fin, avait quelque chose de différent du début, moins contrôlée, moins armée, juste une voix de femme de 62 ans qui prononçait à voix haute une vérité qu'elle avait tue trop longtemps et qui pesait apparemment plus lourd qu'elle ne l'avait prévu. Quand elle s'était arrêtée, le silence avait duré quelques secondes. Clara avait dit « Je suis désolée » les yeux baissés sur la table, et Jade avait regardé le sommet de sa tête sans répondre, parce que ces 3 mots étaient vrais probablement, et insuffisants certainement, et qu'elle n'avait pas encore décidé ce qu'elle en ferait, si elle en ferait quelque chose un jour, si le temps arrangerait ça ou simplement le déplacerait, et que cette incertitude-là était honnête et qu'elle préférait la garder telle qu'elle plutôt que de la résoudre en une phrase dans un café. Du boulevard des Brotteaux un samedi d'hiver. Elle avait remis son manteau, dit au revoir à sa mère avec ce mot simple qui ne fermait rien et n'ouvrait rien non plus, et elle était sortie dans le froid de décembre sans se retourner. Dans le métro qui la ramenait à Villeurbanne, elle avait regardé son reflet dans la vitre noire du tunnel. Ce visage qu'elle connaissait par cœur et qui lui semblait ce soir légèrement différent, sans qu'elle puisse dire exactement en quoi. Peut-être juste la façon dont elle le portait. Et elle avait pensé sans amertume et sans triomphe à ces 3 ans où elle avait payé le loyer d'une maison dans laquelle on lui avait dit qu'elle ne contribuait à rien.
Alexandre était là quand elle avait poussé la porte du studio, assis à la petite table avec 2 tasses et la cafetière encore chaude. Et il n'avait pas demandé comment ça s'était passé, parce qu'il savait qu'elle lui dirait quand elle serait prête, et peut-être qu'elle ne lui dirait jamais tout, et que c'était bien ainsi. Elle avait posé son manteau, s'était assise en face de lui, et avait bu son café en silence en regardant par la fenêtre le parking éclairé en bas, où la vie continuait à son rythme ordinaire et indifférent. Elle ne savait pas ce qui viendrait ensuite avec sa mère, ni avec Clara, ni avec tout ce que ces 2 femmes représentaient dans sa vie et continueraient à représenter d'une façon ou d'une autre, parce que les familles ne se règlent pas comme des dettes, parce que certaines blessures restent ouvertes, et qu'on apprend simplement à vivre avec elles sans les laisser tout envahir. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle était chez elle, vraiment chez elle, pour la première fois. Jade n'a pas tout pardonné, elle n'a pas tout oublié. Elle a juste décidé, pour la première fois, que sa vie lui appartenait vraiment. Est-ce que cette histoire vous a touché? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez connu quelqu'un comme Jade, ou si vous avez été cette personne, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.